Spoiler, non, je ne suis pas devenu coach en jeu de rôle. Bonjour à tous, à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. En fait, récemment, il y a eu une question qui a été posée sur Discord et qui, en fait, n'est pas une question isolée. C'est un truc que j'ai reçu plusieurs fois en message privé. C'était la question de est-ce que, ça pourrait pas être une idée que tu participes à ma partie jeu de rôle en tant que joueur et que derrière, tu me fasses des retours sur ma manière de maîtriser la partie et tout pour que je progresse, tout ça. Ça pourrait être une idée. Je dis que c'est pas une question isolée, c'est-à-dire que j'ai déjà reçu plein, en fait, on va dire, de sollicitations un peu individuelles comme ça, qui sont pas forcément exactement exprimées de la même façon. Ça peut être, par exemple, est-ce que t'aurais pas tant de temps à m'accorder pour m'expliquer je sais pas quoi? Est-ce que je pourrais pas venir à ta table de jeu de rôle? Ça a l'air super bien, et puis je sais pas quoi, je pourrais progresser, j'en sais rien, et tout. Enfin, il arrive fréquemment, et je pense que c'est normal, que j'ai des sollicitations comme ça qui, d'ailleurs, disons-le tout de suite, ne sont pas malveillantes, en fait. Je suis pas là pour venir dire... pour venir râler. Hein. Mais en fait, je trouvais que cette question qui m'a été posée de est-ce que, grosso modo, tu pourrais critiquer mes parties de jeu de rôle, le bon MJ, je trouve qu'elle est intéressante et qu'elle ouvre la porte à d'autres trucs. Donc, cette vidéo va peut-être être un peu longue et on va passer en revue plein de choses. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Je sais même plus si je l'ai déjà dit. On va parler de s'améliorer en jeu de rôle et de la chaîne aussi. Il y a effectivement quelque chose qui est intéressant, c'est que comme j'ai l'impression que la chaîne plaît à pas mal de monde et qu'il y a plein de gens que ça intéresse, etc. Et j'en suis très content. Il y a des gens, entre guillemets, qui me posent des questions, on va dire, personnalisées, qui ont des sollicitations un petit peu personnalisées sous toutes sortes de formes, que ce soit jouer avec moi, que ce soit me demander des conseils, etc. Donc déjà, j'en suis flatté, c'est très gentil. Mais je me vois dans l'obligation de refuser, on va dire, pour plusieurs raisons. Et il s'agit pas ici de dire que non, je suis, je sais pas quoi, je suis un saint, je fais ça de bonté de cœur, blabliblou. Il y a des raisons plus précises qui font que je refuse ce genre de truc. Des raisons tout à fait humaines, on va dire, entre guillemets. Une raison aussi qui fait ça, je pense, c'est que la chaîne s'appelle Le Bon MJ. Et si la chaîne s'appelle Le Bon MJ, vous vous doutez bien que c'est pas un hasard. La première chose, c'est que le but du nom de la chaîne Le Bon MJ, ça j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs endroits, notamment quand aux quelques occasions où j'ai été invité par d'autres gens sur leur chaîne YouTube ou des trucs comme ça. On me demandait alors l'idée Le Bon MJ, pourquoi, nanana. Et en fait, souvent dans ces situations-là, on m'appelle Le Bon MJ quand j'arrive. Ou quand j'arrive sur Discord aussi, des fois il y a des gens, ils disent hey, Le Bon MJ, tu pourrais, nanana. Et en gros, alors je me rends bien compte que le nom Le Bon MJ, ça a ses bons côtés et ça a ses mauvais côtés. Le bon côté, et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé la chaîne Le Bon MJ à la base, c'est le référencement. Hein, on va pas se le cacher. C'est le référencement, les amis. On n'est pas débiles. Je sais au fond de moi que moi j'essaye fréquemment de devenir un bon MJ, vous voyez. Je sais qu'il y a d'autres MJ qui sont comme moi. Et que, a priori, surtout quand on débute, peu importe le hobby dans lequel on se lance, la passion dans laquelle on se lance, la compétition, le sport, peu importe ce qu'on commence à faire, la grande majorité du temps, à partir du moment où c'est quelque chose qui nous passionne, dans lequel on s'investit, on a envie d'être bon. Et on le formule comme ça. Donc la plupart des débutants, ils cherchent à être un bon MJ. À terme, vous vous rendez vite compte que être un bon MJ, là, je sais pas quoi, à un moment donné, ça n'existe pas vraiment. C'est conceptuel, vous voyez, c'est pas objectif d'être un bon MJ, mais on peut chercher à le devenir, ou en tout cas à s'améliorer sur certaines choses. Mais quand on est au début du chemin, on va dire, on se pose pas la question, on se dit j'aimerais bien être un bon cuisinier, le lapsus, j'aimerais bien être un bon MJ, tout comme on pourrait se dire j'aimerais bien être un bon cuisinier, ou j'aimerais bien être un bon joueur de foot, ou j'aimerais bien être un bon artiste peintre. Vous voyez, avant d'entrer dans la granularité, le côté, on va dire, plus précis de ce sur quoi on essaye de s'améliorer, de ce qu'on essaye de produire, en fait, en tant que MJ ou en tant que quoi que ce soit d'autre, on se dit globalement, on peut devenir bon dans ce domaine et on le formule comme ça. Et donc, ici, c'est bel et bien une question de référencement. Même si moi, aujourd'hui, j'estime que si quelqu'un me pose la question, c'est quoi être un bon MJ, j'aurais énormément de mal à lui répondre. Je sais que cette question existe et donc j'ai choisi délibérément ce nom pour la chaîne. Le problème à côté, c'est que on m'appelle Le Bon MJ et ça c'est un peu bizarre parce que c'est plutôt le nom de la chaîne, parce que l'idée de base, c'est de donner un nom à la chaîne et de donner une philosophie à la chaîne, c'est pas de dire moi je suis un bon MJ. Et le deuxième truc, c'est que du fait que ma chaîne cherche
à inspirer, à filer des conseils, à parler de jeux de rôle, de préparation de jeux de rôle, j'essaye d'améliorer ce petit truc, comment je vais faire pour créer ce petit truc durant la partie, etc., etc. Et que, bah, a priori, il y a des gens qui kiffent ça. Derrière, on se dit, Hugo, il va pouvoir venir critiquer ma partie de jeu de rôle, etc. Donc ça, déjà, c'est une question. Un autre côté négatif de ça, c'est que, par exemple, bah, des gens pour qui c'est intolérable, qui est-il pour s'appeler le bon MJ, donc, qui, à mon avis, ne regardent pas les vidéos de la chaîne, honnêtement. Des gens aussi peuvent avoir tout de suite une vidéo. Il faut que je dorme. Ils peuvent avoir tout de suite un a priori très négatif, en fait. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah ouais... et ça m'est déjà arrivé, ah oui, tu dis ça, alors et tu t'appelles le bon MJ, et ben pour qui tu te prends? Ah bah le bon MJ, il a dit que le truc que je fais moi à ma table ou le jeu de rôle que j'ai créé, il a un petit, ça lui a pas plu, et comme c'est le bon MJ, et ben maintenant, enfin vous voyez genre vraiment les trucs de Twitter quoi. Et en fait, si vous suivez la chaîne, je pense que vous avez très bien compris tout ça. Mais ça crée quand même un truc un peu spécial, et genre ce qu'on appelle les relations parasociales. Je ne saurais pas bien les définir, mais c'est quelque chose qui est connu. C'est ce côté, j'ai l'impression d'avoir une relation avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. C'est-à-dire les gens qui pensent, enfin qui peuvent ressentir une trahison, par exemple, vis-à-vis d'une personne qui regarde sur YouTube, qu'ils écoutent en podcast, qui voit à la télé, n'importe quoi. En fait, une personne à laquelle ils ne la connaissent pas personnellement, ils passent pas vraiment du temps avec cette personne, mais comme ils la voient, je sais pas, comme les politiques, comme les stars, les machins, ils la voient et il y a une partie de leur identité qui retrouvent chez cette personne, ils se disent qu'ils la connaissent, ils se disent elle partage des valeurs avec moi, etc. Ce qui peut être vrai, hein, en fait, objectivement, genre, si ça tombe, je n'en sais rien, et la personne qui regarde la vidéo, là, toi qui regardes la vidéo, on a des valeurs en commun, etc., mais on se connaît pas vraiment. Et en fait, la relation parasociale, c'est ce côté un peu flou. Enfin, c'est cette zone de flou, je crois. Enfin, bon, je le définis sûrement extrêmement mal, mais si vous tapez sur YouTube, vous allez trouver. Et en gros, bah voilà, je pense que lorsqu'il y a quelqu'un qui m'envoie un message pour me dire, bah est-ce que je pourrais jouer avec toi, etc., à ce moment-là, il y a le côté un peu parasocial. C'est-à-dire que, évidemment, que je suis un humain à peu près comme les autres, avec mes petites spécificités, mais comme tout un chacun, j'ai envie de dire. Mais globalement, donc j'ai un temps limité. Je préfère l'accorder à faire des trucs que j'aime, à passer du temps aussi avec... soit en étant à l'initiative de mes propres projets, quitte à onboarder dans ce truc des gens que je connais pas et que je vais apprendre à connaître. Genre, il y a beaucoup de campagnes, je les lance, j'ai pas joué avec les joueurs, ou alors j'ai joué une fois seulement avec eux. Donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que je ne joue pas qu'avec mes potes ou qu'avec des gens que je connais, etc. Mais quand je vais jouer avec des gens que je connais pas, en général, c'est de ma propre initiative. C'est-à-dire que c'est moi qui vais proposer à des gens, est-ce que vous voulez faire un truc? Et puis les premiers qui répondent, je leur dis, ok, ben vas-y, on fait ce truc, et puis on fait ce truc. Donc en fait, à la base, c'est moi qui décide d'investir de mon temps dans quelque chose et de jouer avec d'autres personnes et d'entre guillemets aller vers ces personnes. Bon, c'est pas vraiment le mot. On va dire que la plupart du temps, quand je fais quelque chose, j'en suis l'impulsion première. C'est moi qui ai envie de tester ce nouveau jeu de rôle. J'ai envie de le tester avec des gens avec qui je joue pas d'habitude, donc je propose à des gens qui veulent jouer. J'ai déjà en tête un créneau auquel je voudrais jouer. Ceux qui sont libres à ce créneau et qui ont envie de participer, ils viennent. Mais ça ne marche pas vraiment dans l'autre sens. Et je pense que, de ce point de vue-là, c'est tout à fait normal, en fait. La plupart des gens, je pense, sur Discord, reçoivent pas des messages de « Est-ce que je peux venir jouer à ta table ?» Peut-être que c'est le cas, mais ça, j'en sais rien. Mais je pense que la plupart des gens, leur réaction normale aussi, ce serait de dire « Bah non ». Donner de son temps à des gens qu'on ne connaît pas, c'est soit qu'on a décidé volontairement, en général, de le faire à un instant T, soit parce que c'est rémunéré. Mais on n'est pas... je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se considèrent comme étant disponibles pour n'importe qui, même qu'ils ne connaîtraient pas, sans rémunération. Même si, admettons, on parlait de, je sais pas moi, de bénévolat, vous voyez, bah, le bénévolat, c'est cadré. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me dis, le samedi après-midi, je vais accorder de mon temps à un truc pour lequel je gagne pas d'argent et pour aider des gens que je connais pas, mais c'est le samedi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est normal. Enfin, je culpabilise pas en disant ça, vous voyez, en disant « Oh là là, qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais être plus humble. Tu devrais avoir le cœur sur la main. Tu devrais être un des apôtres de Jésus-Christ. » Non, je peux pas faire ça, en fait. Mais je pense que le fait que des gens me demandent ça, on pourrait dire que c'est un peu une sorte de déformation de justement la relation parasocial, justement. Si par exemple il y avait un de mes potes qui me disait « Ah, est-ce que tu pourrais venir à ma partie de jeu de rôle? Je me lance pour une partie de jeu de rôle, viens, et puis comme ça tu peux me donner quelques petits conseils et tout, puis à la fin tu pourras me donner ton avis et tout. »
Peut-être que je dirais oui parce que c'est un de mes potes. Mais si je croise quelqu'un dans la rue que je ne connais pas et qui dit ah bah j'ai vu ta chaîne YouTube, je fais une partie de jeu de rôle bientôt. Est-ce que tu voudrais venir et puis comme ça tu pourras me faire un retour sur ma partie, me dire si je peux m'améliorer ou je sais pas quoi. A priori je vais refuser. A priori je vais refuser. je vois pas la situation dans laquelle je refuserais pas. Donc ça c'est quelque chose quoi. Ça c'est déjà un truc que je voulais expliquer. Et le but ici c'est pas encore une fois de dire que bah, les gens qui me disent est-ce que je peux jouer à ta table, est-ce que tu peux me donner des conseils, etc. Ils sont fous, je sais pas quoi, hein, ou ils ont un problème, etc. Je pense que c'est une sorte de déformation. Je sais pas comment dire. C'est une déformation due à cette relation parasociale. Après, peut-être que je me trompe, mais je doute que ces gens, en fait, iraient voir quiconque comme ça, genre je sais pas, un prof de tennis par exemple, et lui dire ah j'aimerais bien m'améliorer en tennis, ça te dit de faire une partie de tennis avec moi, tu seras pas payé. Et puis tu me dis, tu me parles, on voit comment ça se passe mon jeu quoi. Vu que et le prof de tennis ne connaît pas cette personne, vous voyez du tout. Et lui il donne déjà des cours de tennis. Peut-être que ce prof de tennis de temps en temps il donne des cours gratuits de tennis, mais si on l'aborde entre guillemets dans la rue, j'essaie de faire des comparatifs. On est sur internet donc c'est différent, mais je trouve que c'est à peu près comparable. Je pense qu'il refuserait la plupart du temps. Donc maintenant qu'on a un peu fait le tour de ça, j'ai envie plus de parler du fond, parce que sûrement que vous vous dites oui, et d'ailleurs, est-ce que c'est bien finalement de dire aux autres ce qu'ils devraient faire? Est-ce que c'est pas une déformation de la société dans laquelle on vit? Le jeu de rôle c'est fait pour s'amuser, non? Et après on va parler de jeux de rôle payants, et il y aura de la prostitution de jeux de rôle. Et c'est une question qu'on peut se poser, effectivement. En fait, un autre truc qui peut me gêner, spécifiquement sur l'idée de viens à ma table, t'es joueur à ma table, je fais une partie, puis à la fin, tu critiques ce que j'ai fait, entre guillemets. Il y a plusieurs raisons qui font que j'aime pas trop ça. Déjà, il y a l'idée de je viens et je repars. Il y a l'idée de je viens et je repars. C'est-à-dire que je vois pas trop comment je pourrais aider la personne à faire quoi que ce soit en simplement venant à sa table, participant à sa partie de jeu de rôle, et à la fin en donnant mon avis sur la partie. Déjà parce que je pense que on ne peut critiquer qu'à l'aune de certains critères. En fait. Et si, par exemple, je sais pas, y a un MJ, il a 3 joueurs, c'est ses potes, ils jouent ensemble toutes les semaines, quoi. Donc ils ont déjà un peu leurs avis sur qu'est-ce qu'ils aiment bien, etc. Puisqu'il y a beaucoup de subjectivité dans ce qu'on kiffe à une table de jeu de rôle, etc. Et que moi j'arrive complètement extérieur à ça, et puis que je dis ah bah moi ça m'a pas plu pour X et Y raison, et qu'ensuite je me casse, je trouve ça plus destructeur qu'autre chose en fait. Je trouve ça un peu étrange, parce que je pense, et d'ailleurs je pense que c'est quelque chose un message que je véhicule quand même souvent sur la chaîne. Moi, ma vision du truc, c'est que c'est d'ailleurs un des gros avantages du jeu de rôle, c'est que c'est hyper personnalisé en fait. C'est hyper personnalisé comme expérience. Donc c'est-à-dire que vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, tant que ça rencontre des gens qui ont les mêmes attentes que vous. La plupart du temps, ça se passe bien. Et en fait, on corrige les attentes en discutant, etc. Et donc la meilleure, on va dire, manière de recalibrer la partie, etc., c'est de parler avec ses joueurs en fait. On va dire l'amélioration de la partie peut se faire autour de la table en fait. On n'a pas besoin d'un élément extérieur pour venir nous dire ce qu'on doit faire. Je pense même que ça peut être un petit peu destructeur. L'idée, vous voyez, de tout ce qui se trouve sur internet, c'est de s'inspirer. Pour moi, c'est de se dire ah ouais, ça a l'air stylé, j'aimerais bien le faire. C'est pas de se dire ah ça c'est une bonne partie de jeu de rôle. Moi pour l'instant ma partie de jeu de rôle c'est pas une bonne partie de jeu de rôle, donc je vais prendre les trucs de la bonne partie de jeu de rôle et les mettre dans ma partie de jeu de rôle pour que ce soit une bonne partie de jeu de rôle. Cette vision là, je pense elle a été un peu augmentée par Internet, en fait, par le fait qu'on communique plus et qu'on voit beaucoup plus ce qui se fait à d'autres endroits. Ça a largement plus d'effets positifs que d'effets négatifs, mais s'il devait bien y avoir un petit effet négatif, c'est cette posture dans laquelle on peut avoir l'impression de mal faire, de pas être légitime et je sais pas quoi, et de devoir aller chercher forcément les solutions à l'extérieur. Ou en tout cas que le maître étalon de ce qu'est une bonne partie de jeu de rôle se trouve à l'extérieur. Je pense que c'est faux. Je pense que le problème n'est pas nouveau. C'est-à-dire que de base, si vous étiez dans un club de jeu de rôle et qu'il y avait une table où tout le monde voulait aller jouer, et vous, quand vous étiez MJ, bah, les gens, ils étaient un peu réticents à venir, vous pouviez déjà ressentir ça et vous dire « Ah, ce MJ-là, il est mieux que moi, je sais pas quoi ». Donc, c'est pas Internet qui a inventé ça, vous voyez. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de chances, entre guillemets, de découvrir le jeu de rôle en vase clos, et que très très vite, on peut se retrouver à essayer de se comparer à d'autres et comment ils font, etc. Beaucoup plus vite, et à se dire, ouais, je devrais, c'est eux qui ont raison, etc., etc. Mais la réalité, au final, je pense, c'est que le cœur, le truc qui est important,
c'est ce qui se passe à votre table et le fait que les joueurs kiffent. Donc quand les joueurs reviennent séance après séance jouer avec vous et que vous prenez du plaisir et qu'ils ont l'air de prendre du plaisir, je pense qu'il faut pas se poser trop de questions en plus. C'est lorsque vous prenez plus de plaisir ou un de vos joueurs prend plus de plaisir et que vous avez envie de continuer avec ce joueur que là vous commencez à vous poser des questions. Et ce sur quoi j'essaie de mettre encore plus le doigt, entre guillemets, en fait, je pense que le fait de venir, moi, j'arrive à ta table, je joue 4 heures avec toi, à la fin, je te dis, bah moi, j'ai pas aimé ça peut être très étrange parce que ça tombe, tous les trucs que je vais critiquer, c'est ce qui fait que ta partie, elle fonctionne et que tes joueurs, ils reviennent chaque semaine. Moi, je vais arriver from nowhere, je vais dire, ok, moi, j'ai pas aimé ça, franchement, pas terrible, t'aurais pu faire mieux, je sais pas quoi. En gros, je vais balancer mes attentes de personnes qui, à la base, ne voulaient pas nécessairement jouer à cette table, n'a jamais cherché à la base à jouer à cette table. Je vais mettre, en fait, dans une position de totale subjectivité en me mettant en tant que joueur, donc je vais pas profiter de la partie déjà parce que je serai dans l'idée que je dois la critiquer à la fin, ce qui, honnêtement, et ça c'est peut-être à titre personnel, quelque chose qui me mettrait vraiment mal à l'aise. Donc toute la partie, je vais être en mode, attends, c'est vrai que je suis venu à la fin, il attend une critique et tout le monde va se tourner vers moi pour savoir ce que je pense. Déjà, je serai pas à l'aise, je vais pas passer un bon moment, et si ça tombe, en fait, je vais juste avoir une réaction destructrice. La vérité, c'est que je pense que si on me mettait dans cette position-là, je n'oserais rien dire, je dirais non, honnêtement, c'était cool et tout, et puis je me casse. Hein. Mais je parle pour moi, là. Je pense qu'il y a une position qui est... Deux autres positions, plutôt que critiques, là, je sais pas comment dire, qui peuvent être intéressantes. C'est un autre mot qui peut être bien connoté, un critique c'est bien connoté, c'est le coaching. Ça, c'est peut-être plus intéressant. Je me dis, c'est pas déconnant. Et le côté un peu plus, entre guillemets, professoral, c'est ce que je fais sur la chaîne, on y reviendra après. Le côté coaching, c'est différent du simple fait de venir et de donner son avis et de repartir, de venir pour critiquer, pour dire ce qui va pas. Le coaching, pour moi, c'est une question d'accompagnement. En fait, je travaille un peu dans les milieux management et tout, même si je suis pas manager moi-même. Je travaille autour de la formation, etc. Et le coaching, l'idée globalement, c'est pas de micromanager. Je vais faire plus simple. Le coaching, c'est pas l'idée de venir dire à quelqu'un ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça bidule, machin truc. Le fait de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faudrait que je sois entre guillemets skin in the game. C'est-à-dire que si moi je viens te dire à ta partie de jeu de rôle ça ce que tu fais c'est bien, ça ce que tu fais c'est pas bien, c'est que j'ai un intérêt à voir cette partie s'améliorer parce que j'y participe. Vous voyez, dans cette situation-là, je comprendrai. C'est-à-dire que toute cette histoire de critique qu'on a dit avant, si moi je suis là, je me suis engagé pour une campagne, ce qui est très rare parce que je joue pas beaucoup, je suis beaucoup plus MJ, mais admettons, je m'engage pour une petite campagne sur 5-6 séances, et à la fin de la séance, on fait un débrief, etc. Oui, là, je vais peut-être faire des critiques, dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, essayer de faire une sorte de feedback comme ça, pour voir l'expérience se diriger dans une direction qui m'intéresse un petit peu plus moi, parce que je participe à cette expérience et j'ai envie de m'améliorer là-dedans. Pour reprendre un peu le truc avec le management, si je suis le chef d'une équipe et que les objectifs de la boîte, ils sont X, Y, Z, que les comportements on valorise dans la boîte, la culture de l'entreprise, etc. Par exemple, être sympa avec le client, j'en sais rien, etc. Ce sont des critères objectifs, etc. Et que moi, en tant que chef, en tant que management, en tant que celui qui chapeaute un petit peu un service, une équipe, etc., je dois essayer d'aligner l'équipe sur cet objectif. Là, je vais faire du feedback. Je vais dire, tu vois, quand t'insultes, je prends des exemples à la con. Genre, quand t'insultes le client et que tu lui fais une clé de bras, alors que parce qu'il a pas dit bonjour, ça va pas aller, en fait. Donc, ça, il faut changer. Mais c'est parce que moi, j'ai déterminé que c'était quelque chose qu'il fallait pas qu'on fasse, quoi. Ça, c'est le feedback. C'est essayer on va dire, d'influencer les comportements. Et je trouve que le parallèle fonctionne. Le coaching, c'est un peu différent. Le coaching, c'est l'idée d'essayer de faire progresser la personne, mais de la faire progresser à son niveau. Par exemple, je suis junior dans un projet, dans une entreprise, je sais pas quoi. Au début, j'ai pas beaucoup de compétences, etc. Mon manager, s'il me coach un peu, son idée, c'est de me faire monter en compétences. Donc, c'est plus de me dire ça, tu dois le faire, ça, t'as oublié de le faire, nanana, de me dire mes erreurs ou je sais pas quoi, qui posent des problèmes à la boîte. C'est de voir comment je vais pouvoir peut-être progresser dans la boîte et devenir, par exemple, justement, avoir plus de responsabilité à apprendre des nouveaux trucs. Est-ce que j'ai besoin d'une formation? Est-ce que j'ai besoin de X, de machin, de changer mon emploi du temps? En gros, c'est plus une question d'accompagnement, vous voyez. Et l'accompagnement, c'est intéressant. Mais l'accompagnement, c'est très, très différent de l'idée de... Si on en revient au jeu de rôle, j'arrête avec cette sorte de métaphore, de comparaison. Si on en revient à l'idée du jeu de rôle, c'est très différent de juste venir à la table et dire « Ouais, ça, j'ai pas aimé, ça, j'ai bien aimé. » L'accompagnement, ce serait « Ok, moi, j'estime que j'ai pas mal d'expérience en jeu de rôle, que j'ai lu pas mal de jeux de rôle, que j'ai eu beaucoup de conversations sur le jeu de rôle, j'ai mes goûts propres, etc. Mais je vais les mettre de côté
Et en fait, je vais te demander ce que toi, tu veux faire. Tout de suite, on voit tout de suite qu'on est dans un processus beaucoup plus long, mais que je trouve déjà plus vertueux, en fait. La critique pure, je trouve ça globalement inutile. Un accompagnement, ça pourrait plus entrer dans ma manière de voir les choses et ma philosophie, vous voyez. L'idée, ce serait d'arriver et de dire à la personne, bon bah voilà, ok, explique-moi, c'est quoi les parties de jeu de rôle que tu fais et tout, qu'est-ce que tu considères être un problème, par exemple? Qu'est-ce que tu considères être un problème? C'est quoi ton objectif? En fait, c'est faire parler la personne. Ce n'est pas arriver en mode, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est essayer de comprendre ce que la personne, elle veut faire à sa table de jeu de rôle, par exemple. Et donc, elle explique. Et puis là, moi, je vais essayer de lui donner des solutions, des trucs à tester. D'ailleurs, en général, je vais essayer de faire creuser la personne. Je vais lui dire, et du coup, tu as déjà essayé quoi pour améliorer ça? Et qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? En fait, on creuse comme ça. Ça, c'est du coaching. Et à la fin, en fait, il y a une récurrence. C'est-à-dire que régulièrement, on va se revoir. On va dire, alors, est-ce que tu as essayé de progresser dans ce truc, etc. Et la personne, elle va dire, ok, bah, j'ai essayé de faire ça, etc. Ah, la dernière fois, tu m'avais donné une idée. J'ai testé, ça a marché, ça a pas marché. Vous voyez, c'est un processus beaucoup plus long, beaucoup plus personnalisé, en fait, où le but de moi, si j'étais dans cette position, ce serait pas de venir dire ce qui me plaît pas, ce serait de voir avec le MJ, mais d'ailleurs, on pourrait imaginer ce même truc pour toute la table, j'en sais rien, hein. Ça prendrait 100 fois plus de temps, mais en gros, les joueurs, ils ont envie d'atteindre certains objectifs, de faire certains trucs, ils savent pas trop comment s'y prendre, donc ils cherchent quelqu'un d'extérieur pour les aider à faire ça. Ça, c'est le coaching. Mais en fait, la grosse différence, c'est qu'ils arrivent avec des questions, avec un objectif, qu'est-ce qu'ils ont envie d'améliorer. Et en réponse à ça, moi, je vais pas arriver en disant une partie de jeu de rôle, c'est comme ça. Je vais essayer de creuser, même de mon côté. C'est-à-dire que déjà, je vais arriver avec tout mon bagage personnel. Et puis, si la personne, elle m'a posé une question, genre par exemple, j'aimerais beaucoup améliorer l'aspect théâtral de ma partie, etc. Bon, bah, moi, franchement, la partie théâtrale d'une partie de jeu de rôle, c'est vraiment le cadet de mes soucis, même si je trouve ça cool. C'est pas du tout ma priorité. Je vais me dire, ok, je vais te faire parler parce que là, je suis en mode l'aspect théâtral, ouais, ok, bon, j'ai quelques idées, mais c'est pas foufou non plus. Donc je vais te faire parler, puis je vais te dire, bon, bah, teste ça, et la prochaine fois, on en reparle. Et entre-temps, moi, je vais aller me renseigner un peu plus sur, ouais, l'aspect théâtral du jeu de rôle, etc. Et puis comme ça, la prochaine fois que je vais voir la personne que j'accompagne, bah, je vais arriver avec des nouvelles pistes, vous voyez. Donc, ça change pas mal de la critique dont on parlait avant. Et donc, moi, globalement, ça, je trouve que c'est pas déconnant. En fait, peu importe ce que vous essayez d'améliorer, etc., vous pouvez avoir envie qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un que vous estimez, dont vous avez le sentiment qu'il a des choses à vous apprendre, dont vous aimez la philosophie. Si ce quelqu'un, vous ne le connaissez pas, a priori, il ne va pas faire gratuitement. Donc peut-être que vous allez le payer, vous allez vous payer un coach pour vous améliorer dans un truc. Je trouve ça pas déconnant. Pour moi, c'est pas du tout péjoratif, le coaching. Après, ça peut dépendre de la manière dont il est vendu et sur quoi on coach, hein. Mais ça, voilà, chacun son truc. Ça, je trouverais ça déjà beaucoup plus intéressant qu'une critique. Pourquoi je le ferais pas? Bah, c'est très simple, ça reboucle un peu avec ce qu'on disait avant. Bah, c'est une question de temps et d'argent, en fait. C'est une question de temps et d'argent. Alors, la première question, c'est celle du temps. On a tous la même quantité de temps à peu près dans la journée, objectivement, et notre temps est plus ou moins saturé. Le plus souvent, on a une partie de notre temps, il est consacré à faire des trucs qui nous font gagner notre vie, une partie de notre temps qui est consacrée à faire des trucs qui nous font plaisir, une partie de notre temps qui est consacrée à des obligations qui nous font pas gagner notre vie, mais qui sont des obligations de la vie, quoi. Et une fois qu'on a fait tout ça, peut-être il nous reste du temps pour donner gratuitement de notre temps pour aller faire plaisir à d'autres. Mais après, on peut se poser la question philosophique de est-ce que quand je consacre une certaine partie de mon temps à faire plaisir à d'autres, c'est pas aussi pour me faire plaisir parce que j'aime bien faire plaisir aux autres. Mais on va pas aller aussi loin, ok, d'accord? Mais dans l'idée, pour que j'en arrive à me dire, je vais gratuitement passer du temps avec des gens que je ne connais pas, a priori le soir, pour jouer à une table de jeu de rôle et la critiquer, je pense que ça n'arrivera jamais. Je pense que ça n'arrivera jamais honnêtement. Parce que déjà, oui, il y a ça, hein. Si je devais aller jouer des parties de jeu de rôle pour donner mon avis dessus, etc., ça voudrait dire que ça me prend un de mes soirs, en fait, parce que la plupart du temps, la partie, c'est le soir. J'ai déjà des problèmes de sommeil. Donc, je ne vais pas faire ça, honnêtement. Le seul truc qui pourrait le justifier, ce serait que je sois payé et honnêtement bien payé, quoi. Et je vais être honnête, mais c'est ça, hein. Et pourquoi je dis qu'il faudrait que je sois vraiment bien payé? Parce qu'honnêtement, ça me mettrait complètement mal à l'aise. Donc en fait, je ne le ferai pas. Sur le truc du coaching, là, de plus l'accompagnement, c'est un truc dans lequel je pourrais être plus à l'aise. D'ailleurs, il arrive parfois que... Alors moins maintenant, mais... Voilà, je vais sur Discord, il y a quelqu'un, et il a un problème, il a envie de parler d'un truc, et puis on se dit, ah bah vas-y, viens sur Discord, on discute, et puis on se met à discuter de jeux de rôle, il me pose ses questions, et c'était cool. Donc ça, même gratuitement, je peux trouver ça cool, parce qu'en fait, j'aime bien le faire. Donc il y a déjà plus une partie, je trouve ça sympa à faire, d'essayer d'aider quelqu'un directement. Mais si je devais le systématiser, si je devais faire quelque chose de régulier, etc.,
Mais évidemment que ce serait payant. En particulier si c'est individualisé. Parce que sinon, je créerais un précédent en disant ouais, bah ok. Et puis en fait, il y aurait peut-être de plus en plus de gens qui voudraient faire ça. Et ça me mettrait de plus en plus mal à l'aise, etc. Donc, vous voyez, en fait, je suis pas contre le principe de le faire. Mais je considère que ma contribution avec la chaîne me prend déjà bien assez de temps par rapport au fait que ça me rapporte pas grand-chose. Vous voyez, si on devait faire le comparatif avec le truc de bénévolat, parce qu'il y a souvent cette question, vous voyez, du MJ payant, etc. Et puis il y a souvent les gens qui disent ouais, bah moi je suis en association et certainement pas qu'on paye. Éventuellement, on donne 2 balles à l'assaut pour s'acheter des petits goûters là, etc. Et voilà, qui font un peu une démonstration de vertu. Souvent, ou alors tout simplement qui essayent de dire bah moi je trouve ça dommage que tout soit monétisé aujourd'hui, et ce que je peux tout à fait comprendre aussi. En fait, il y a cette question-là dans les MJ payants, mais il y a aussi cette question-là, on va dire, dans ce dont on parle depuis tout à l'heure. Moi, je considère que publier mes vidéos pour donner de l'inspiration, etc., c'est un peu comme si je faisais ma contribution, vous voyez, à aller dans une association, organiser des parties pour des gens. Vous voyez, c'est un peu dans cette même logique-là. Le fait est que ça me prend énormément de temps et que ça me rapporte très peu de sous. Alors, voilà. J'en profite, si vous voulez soutenir la chaîne et que vous considérez que déjà ce qui se fait sur la chaîne et que en soi vous pourriez avoir gratuitement, et je pense l'extrême majorité des gens en profitent gratuitement, et c'est le but, sinon j'aurais fait autrement, vous voyez, je suis pas en train de me plaindre, mais si vous voulez soutenir, vous pouvez aller sur Tipeee. Ça c'est très très cool. Ça c'est très très cool d'aller sur Tipeee, d'ailleurs merci à tous ceux qui soutiennent sur Tipeee. Mais pour en revenir à notre sujet, moi je pense que sur la chaîne, j'ai une autre position que celle de coach ou de critique, je sais pas quoi, c'est celle de professeur. Et attention, quand je dis professeur, c'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs, je m'en rends compte. En gros, c'est différent, en fait, c'est je viens délivrer une information, je viens délivrer des idées, je viens délivrer une inspiration, ça n'est pas personnalisé, c'est accessible. Et c'est pour tout le monde, quoi. C'est comme les gens qui font des blogs, c'est comme les gens qui écrivent des livres. Bon, quand vous écrivez un livre, en général, il est payant, mais s'il est en physique, mais il y a des gens qui écrivent des livres sur mener des parties de jeux de rôle, machin, truc. Le ton, entre guillemets, ici, est plus professoral. Il ne s'agit pas d'un accompagnement personnalisé ou je sais pas quoi. Il s'agit d'essayer de transmettre des connaissances, des réflexions, des méthodes, des trucs. Moi, c'est plutôt ça que je fais, a priori. Ça me prend déjà beaucoup de temps. Si je devais faire quelque chose de plus, je me ferais payer. C'est sûr et certain. Et en fait, une autre raison toute bête pour laquelle je le fais pas, c'est que je devrais faire des factures. ça me saoule. Je devrais faire des factures. Vous voyez, si par exemple vous venez aider sur Tipeee et tout, l'avantage c'est que c'est centralisé. Une fois par mois, je dois faire ça et je suis très content. Donc venez sur Tipeee. Donc ouais, non, moi a priori, mon idée de base, c'est de faire cette chaîne sur laquelle j'essaie de répondre à plein de problématiques. D'ailleurs, des fois, j'essaie de faire des vidéos un peu sous forme de foire aux questions. Donc c'est-à-dire que tout le monde peut poser des questions et puis moi je vais donner mon avis. Donc à ce moment-là, je prends un peu la position de critique, là, la fameuse position de critique. En fait, ça va dépendre de la quantité d'informations que j'ai. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui me pose une question vraiment détaillée, en général, ça va peut-être plus s'apparenter à ce qu'on pourrait appeler du coaching, même s'il y a absolument pas la partie accompagnement et tout. Mais ma réponse va être beaucoup plus personnalisée parce que la personne va mettre le doigt sur beaucoup plus de détails et moi je vais me dire ah peut-être que machin. Et si la personne me dit comment on fait pour que les personnages y soient plus intéressants, là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire une sorte de truc complètement critique et biaisé. C'est-à-dire que la question est si peu précise que finalement ma réponse ça va être moi ce que j'aime bien quoi. Peut-être un peu pondéré, un peu nuancé. Mais vous voyez, on pourrait dire que ça, c'est ce qui se rapproche le plus sur la chaîne de ce qui a pu être demandé. Après, moi, sur la chaîne, j'essaye de partager un maximum des trucs que je teste, que j'expérimente, etc. Et parfois, je fais des vidéos comme celle-là. Pour le coup, celle-là, elle n'a pas grand-chose de professoral. Je suis pas en train d'essayer de vous apprendre un truc. Je suis plutôt en train d'essayer de philosopher sur une idée, de raconter ma vie en réalité. Il va falloir qu'on mette fin à cette vidéo à un moment donné. Mais voilà, je pense que vous avez compris. Je tourne en rond là, faut me le dire quand je tourne en rond, mais vous pouvez pas parce que c'est pas en direct. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, j'aimerais terminer sur une dernière chose. Comme vous l'aurez compris, je suis pas de l'école qui disent qu'on peut pas s'améliorer en jeu de rôle. Il y a aussi des gens sur Discord là, notamment suite à la question qui avait été posée, etc., qui disaient moi je pense que c'est mal d'amener ce truc de coaching, de performance, etc. Donc on sent un truc plus culturel, plus philosophique, plus lié à une vision du monde dans cette réponse-là. Moi, je pense que c'est pas bien d'amener cette idée de performance quand je viens à la table. C'est pour m'amuser. J'ai pas envie de me mettre la pression, de mettre la question de la performance et tout. Pourquoi pas? C'est une vision. Mais le fait est que, en fait, chacun à ce niveau-là décide de ce qu'il veut. Ou ne décide pas de ce qu'il veut d'ailleurs. Parce qu'en fait, le fait de se mettre la pression, en général, on le décide pas forcément.
Il n'a pas fallu attendre qu'il y ait des vidéos YouTube pour que je me mette la pression en tant que MJ, moi par exemple. Parce que à l'époque où il n'y avait pas de conseils de jeux de rôle sur Internet, etc., je me mettais la pression tout simplement en me disant, moi j'adore faire du jeu de rôle, et du coup j'ai envie de proposer la meilleure expérience possible pour que les gens ils aient envie d'en faire avec moi. Donc voilà. Donc il y avait cette question-là qui se posait, et comme vous l'aurez sûrement pris avec ce que je disais précédemment, moi je pense qu'on peut avoir envie de s'améliorer et que c'est pas grave. On doit pas culpabiliser de chercher la performance, vous voyez. Là on peut entrer dans une sorte de boucle insane, vous voyez. Moi je pense qu'on peut vraiment s'améliorer, mais ce qui est important c'est de comprendre que le jeu de rôle c'est quelque chose qui est personnalisé, qui se fait avec un groupe de personnes données. On crée une expérience que nous on a envie de faire aussi. En fait on ne doit rien à personne en dehors de la table, vous voyez. Ça je pense que c'est assez important de comprendre de base déjà pour s'améliorer. Et donc pour moi il y a trois axes un petit peu fondamentaux en tout cas pour moi, donc à prendre ou à laisser, hein, mais qui m'aident à m'améliorer à chaque fois, enfin à me dire que je suis sur la bonne voie en fait. Quand j'essaye de changer quelque chose dans ma campagne, de réfléchir à des mécaniques, de réfléchir à des trucs que j'ai envie de changer et tout. La première chose, c'est que pour pas trop me tromper quand je prépare, quand je réfléchis et tout, j'essaie toujours de me rappeler que ce qui compte c'est l'expérience de jeu. Ça c'est un truc sur lequel on peut être biaisé très très rapidement, parce que en général on n'aime pas que le jeu de rôle, on aime bien d'autres médias et tout. En fait je pense que quand on essaie d'améliorer sa partie, des fois on peut se dire ouais en fait améliorer sa partie c'est améliorer le scénario, c'est améliorer l'histoire, l'intrigue, en fait une sorte d'objet fini, je sais pas comment dire, qu'on essaye de délivrer. On essaye par exemple de se dire ah, ce serait trop stylé que le personnage il ceci, que le machin il fasse ça. Parfois, on se concentre trop, je dirais, en termes d'axe d'amélioration, sur la partie de jeu de rôle, comme si cette partie de jeu de rôle c'était une œuvre. Et en fait, pour moi, ça c'est un des trucs qui peut nous faire dévier. Je pense que la partie de jeu de rôle, c'est une expérience. Et que du coup, à chaque fois qu'on réfléchit à une mécanique, à chaque fois qu'on réfléchit à un truc, on doit penser à est-ce que moi, ça va me faire plaisir de le faire pendant la partie? Est-ce que ça va faire plaisir aux autres? Le but n'a jamais été de jouer une partie modèle, une sorte d'objet extérieur. Là, on entre vraiment dans des trucs philosophiques, j'espère que vous arrivez à me suivre. Moi-même, j'ai du mal à formuler là. À chaque fois que vous essayez de modifier quelque chose, ce que vous essayez de produire en réalité, c'est un changement dans l'expérience des autres. Ça peut être, ils vont avoir une autre émotion, ils vont avoir un nouveau type d'immersion, ils vont avoir un truc qui va les surprendre. Ou même pour vous, le but, c'est pas qu'à la fin de la partie, on se dise « Ouais, c'est super, c'était comme un film, je sais pas quoi. » Si quelqu'un d'autre à l'extérieur voyait ce truc, il se dirait « Waouh, ça ressemble trop à un film et tout. » Quand vous essayez de créer la peur, vous essayez pas de créer la peur des personnages, vous essayez de créer la peur des joueurs. Quand vous essayez de créer l'immersion, vous essayez pas d'emmener vos joueurs dans un monde imaginaire ce qui est impossible. Vous essayez de les immerger dans l'expérience à ce moment-là autour de la table. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est qu'un bon truc pour s'améliorer, c'est déjà d'essayer de bien comprendre, selon moi, le format de ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire c'est une expérience interactive qui se passe dans la tête de chacun, qui n'est pas pour un public extérieur a priori. Et le but, c'est de passer un bon moment pendant la partie. Ce n'est pas de créer un produit fini. Je trouve qu'en gardant à l'esprit ces trucs-là, c'est là que j'ai mes meilleures idées en fait pour améliorer la partie. Prendre l'exemple inverse, si je pense trop à la partie de jeu de rôle comme étant le vecteur d'un produit fini, par exemple qu'on ait raconté une super histoire à la fin, je suis trop en train de définir qu'est-ce que c'est une super histoire et pas assez à qu'est-ce que mes joueurs ils vont faire dans cette super histoire. Ça va être quoi l'expérience pour eux? Je sais pas si c'est très clair. Deuxième truc qui va être beaucoup plus court, je pense que si vous voulez vous améliorer, il faut penser au retour des joueurs. Il faut penser au retour des joueurs. Vous, étape 1, vous essayez de penser à une expérience que vous essayez de faire vivre. Deuxième étape, est-ce que les joueurs vous disent « Bah ouais, j'ai bien ressenti l'expérience que tu as essayé de proposer, j'ai vraiment kiffé ça ». S'ils arrivent à mettre le doigt sur les trucs que vous aviez envie de produire comme expérience, c'est-à-dire qu'à la fin de la partie, quand vous demandez « Est-ce que vous avez kiffé ?» c'est quoi les trucs que vous avez appréciés, je sais pas quoi, et qui disent j'ai apprécié par exemple le fait de me sentir très libre, alors que vous aviez fait tout votre possible pour faire qu'on ressente qu'on est très libre. Là, c'est bingo, vous voyez. Et si les joueurs vous disent bah moi j'ai pas trop aimé parce que justement je savais pas trop quoi faire avec mon personnage vu que j'étais très libre, là vous vous dites j'ai un truc à améliorer pour ce joueur là spécifiquement qui a le sentiment que son personnage il a du mal à savoir ce qu'il doit faire, etc. Là vous avez un point d'amélioration. Mais le mec qui arrive from nowhere, etc., de l'extérieur de votre partie, qui n'est pas joueur à votre table, lui on s'en fout en fait. S'il y a un mec qui arrive et qui fait « Ouais, honnêtement, moi je préfère les scénarios d'enquête, et nanana, et donc blablablou », mais qu'il n'est pas à votre table, vous n'allez pas transformer votre table en jeu d'enquête, d'accord?
Parce qu'en fait, vos joueurs, ils veulent faire autre chose, par exemple. Et vous avez envie de faire autre chose. Donc, les retours des joueurs, c'est le deuxième meilleur moyen de s'améliorer, enfin, d'améliorer l'expérience qu'on va vivre tout autour de la table avec ces 10 joueurs, en fait. Avec ces personnes-là. Et enfin, la dernière chose, c'est de s'écouter soi. C'est de s'écouter soi, finalement. Et c'est le truc peut-être le plus vague, parce que soi, ça évolue, et on s'en rend souvent beaucoup plus compte. Tout le monde évolue tout le temps dans sa tête et réfléchit, et a des réflexions nocturnes, et des revirements de « ah, ça j'aime bien, ça j'aime pas », et blabliblou. Mais la seule personne à laquelle vous ayez vraiment accès à ce niveau-là, c'est vous-même. Et quand vous essayez de vous améliorer, là, que vous avez le sentiment que vous devez vous améliorer, etc., un truc essentiel, c'est de réfléchir soi-même, sans demander l'avis aux autres, de ce qu'on essaye d'améliorer en réalité. Pourquoi j'essaye de m'améliorer ? Qu'est-ce que j'essaye d'améliorer ? Qu'est-ce que j'ai envie de changer ? Se poser la question, je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, là où c'est hyper important de s'écouter, et c'est un truc que j'essaie de dire assez fréquemment sur la chaîne, c'est que quand vous avez envie d'une expérience particulière, que vous faites tout pour essayer de produire cette expérience particulière, et que les gens avec qui vous jouez vous répondent « moi j'ai pas trop aimé, moi j'ai pas trop aimé, moi j'ai pas trop aimé », peut-être qu'en fait, vous n'avez pas du tout les mêmes attentes, et que ce qu'il faut faire, c'est juste aller vers des gens qui ont les mêmes attentes que vous, et qui, du coup, vont produire une critique beaucoup plus intéressante pour vous. Je reviens une dernière fois sur ce côté critique, et ensuite on arrive à la fin de la vidéo, je vous assure. Si moi, ce que je kiffe, c'est avoir beaucoup de place à la table de jeu de rôle, et donc que j'aime bien jouer dans un petit groupe, par exemple, je dis n'importe quoi, j'aime bien jouer quand on est 2 joueurs, ou 3 joueurs. Je vous dis ça, c'est parce que je suis en train de me rendre compte comme ça en le formulant que c'est vrai. J'aime bien quand on est moins de joueurs à la table. Si moi j'aime bien ça, que j'arrive à votre table de 15 et que je vous dis, honnêtement, le problème de la table, c'est que vous êtes beaucoup trop nombreux. Alors que vous adorez jouer à 15, honnêtement, si c'est le cas, dites-moi comment vous faites. Bah mon retour en fait ne vaut rien. Ma critique ne vaut rien, ça ne sert à rien que je vous dise ça. Parce que vous, ce que vous essayez de faire, c'est de produire une expérience pour 15 personnes. Si j'arrive et que je vous dis, moi ce que j'aime bien, c'est le bac à sable, beaucoup de liberté, avoir le sentiment que il y a des systèmes de gameplay qui sont en place, qui vont nous permettre de construire, etc., petit à petit, d'explorer, etc., et que je viens à votre table, vous faites des enquêtes de Cthulhu et que vous me demandez bah, c'est quoi ton avis sur le truc, j'ai avoir beaucoup de mal, après avoir passé 4 heures à jouer un truc auquel j'avais pas vraiment envie, à vous donner une réponse objective et intéressante. Je pense qu'avant de demander à qui que ce soit un avis sur ce qu'on fait, il faut avoir bien précisé sur quoi on veut un avis, de manière très précise. Est-ce que tu as senti un sentiment de liberté, de pouvoir faire ce que tu voulais, ou est-ce que tu as eu l'impression d'être tiré vers une intrigue ? Ça, c'est une vraie question. En précisant d'ailleurs, moi, j'essaye de produire un sentiment de liberté. Donc, si tu trouves que tu es tiré par l'intrigue et que voilà, l'intrigue te tombe un peu dessus sans que tu puisses vraiment y échapper, c'est pas bon pour moi. Donc, dis-moi ce que toi, tu as ressenti. Là, on a formulé un truc fort, vous voyez. Et là, si j'ai des joueurs qui cherchent la même chose, qui cherchent aussi ce sentiment de liberté, etc., qui sont venus pour expérimenter ça, c'est pas forcément que c'est leur truc préféré, vous voyez, mais ils ont signé, ils sont venus pour expérimenter ça, et ben là, je vais avoir des retours intéressants. Parce que on s'est mis d'accord sur ce à quoi on a essayé de jouer, et on va se poser tous ensemble la question de quels moyens on va mettre en place pour réussir à atteindre cet objectif, cet idéal d'expérience de jeu. Là, ça devient intéressant. Voilà, j'ai à peu près terminé cette vidéo, je pense. J'espère que ça vous a plu. J'en profite pour dire un petit truc. Je vais essayer... Alors honnêtement, à chaque fois que je dis ça, ça ne se fait pas. Hein. Mais là, je réfléchis à ne sortir des vidéos que quand j'ai quelque chose à dire. Ce qui est quand même assez souvent. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que je sors une vidéo, en général, c'est tellement chaud pour moi. J'ai tellement envie d'avoir un retour, en fait, d'avoir de la réaction, du feedback justement sur cette vidéo, que j'ai envie de la publier vite. Donc je suis en train de me dire qu'au lieu d'essayer de découper, de faire des vidéos en avance, d'avoir une sorte de calendrier et tout, je vais juste, à chaque fois que j'ai envie de faire une vidéo, je la fais, je la sors. Et ce qui pourrait faire que, il y a des moments où pendant longtemps il n'y aura pas de vidéo. Honnêtement, je pense qu'en termes de référencement, pour YouTube et tout, c'est à chier hein, comme stratégie. Mais je me dis, ça veut dire qu'il y a peut-être des semaines où, je sais pas, il y a 6 vidéos qui vont sortir, vous voyez, et puis des semaines où il y aura 0 vidéo. Je pense que c'est une idée de merde. Bon allez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur LombreMJ. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à venir sur Tipeee si vous voulez soutenir déjà tout ce qui se fait sur la chaîne, quoi. Ok, c'est pas personnalisé. Ok, je vais pas donner 4 heures de mon temps spécifiquement à une personne. Mais j'ai donné déjà beaucoup de mon temps sur la chaîne. Donc si vous voulez soutenir tout ça, allez sur Tipeee. Et puis j'ai aussi envie de dire que sur Discord, plus globalement, pour apporter d'autres solutions aussi à ceux qui ont des questions, à ceux qui ont envie de s'améliorer, là, de poser, voilà, qui ont des questions. Sur Discord, il y a plein de gens qui répondent. Et puis de temps en temps, il y a des initiatives assez cool. Par exemple, là, il y a Jean Dindon. Jean Dindon. Franchement, sympa comme nom. Jean Dindon, par exemple, il a organisé un petit atelier et il va en organiser un autre petit atelier bientôt. Un truc où entre MJ, on peut se poser des questions. Et d'ailleurs, c'est pas forcément que entre MJ, les joueurs peuvent aussi le faire. On peut se poser des questions, etc. Et en fait,
vous pouvez, au travers du Discord, être force de proposition là-dessus. Si vous avez envie de donner, je sais pas, il y a quelqu'un qui a envie de donner 2-3 heures de son temps toutes les semaines pour répondre à des questions, il peut le faire. Si vous avez, enfin, le Discord, c'est un terrain fertile pour ça. Il y a une limite qui est celle de pas transformer ça en méga espace publicitaire et tout. Mais le but, c'est que on puisse avoir une sorte de crew. Il faudrait que je trouve un nom pour la communauté Le Bon MJ, genre « Salut à tous mes petits chevaliers !» Un truc comme ça. Faudrait que je réfléchisse à un truc comme ça. Mais en gros, sur Discord, je pense que déjà, il y a pas mal de réponses et vous n'avez pas besoin que ce soit, entre guillemets, je reviens au début de la vidéo, Le Bon MJ qui vous aide, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais déjà des vidéos. Le Bon MJ, c'est la chaîne. Moi, je suis Hugo qui a un temps limité et qui, à partir d'un certain moment, ne peut plus faire gratuitement les choses. Voilà. Je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ et puis bonne partie de drôle.